Aujourd'hui, on va parler de ces incroyables animaux qu'on connaît encore très peu, qui sont les perroquets, mais qui partagent pourtant leur vie avec des milliers de Français. Et quand on vit avec des animaux, que ce soit un chien, un chat ou même un oiseau, on se rend vite compte que chacun a des besoins très spécifiques et qu'avoir un animal en bonne santé, ça passe avant tout par une alimentation adaptée. Alors avant de commencer cette conversation, je souhaitais te parler de Hills Pet Nutrition, le partenaire qui soutient cet épisode. Depuis toujours, Hills développe des formules basées sur la science, la recherche et le développement pour répondre aux besoins réels de nos chiens et de nos chats à chaque étape de leur vie. C'est d'ailleurs la marque la plus recommandée par les vétérinaires et elle a été élue marque de l'année 2026. Chez Hills, tu retrouves 3 grandes gammes complémentaires. Il y a Science Plan pour les animaux en bonne santé, pour les accompagner tout au long de leur vie, Prescription Diète, conçu pour aider les animaux souffrant de troubles de santé, pour aider et soutenir des pathologies diagnostiquées par ton véto, et Vet Essential, qui est une gamme multibénéfices que tu retrouveras uniquement en clinique vétérinaire, avec 5 bénéfices essentiels comme la santé dentaire, la gestion du poids ou le soutien de la digestion. Alors, si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur leur site hillspet.fr. Bienvenue sur Allo Pets, le podcast qui t'aide à comprendre et prendre soin de tes animaux. Je t'emmène avec moi à la rencontre de super pros qui viennent partager avec nous leur expertise. Éducation, comportement, alimentation et bien-être pour créer une vraie relation avec nos compagnons, mais surtout apprendre à mieux les comprendre. Je suis Romane, propriétaire peut-être comme toi, qui se pose de nombreuses questions sur nos animaux. Alors si toi aussi tu veux devenir un super pet parent, abonne-toi et découvre chaque mois une nouvelle thématique. Il y a un an, j'ai rencontré Alan, un passionné de perroquets et de perruches, qui vit aujourd'hui avec plus d'une dizaine d'entre eux en Suisse. En discutant avec lui, je me suis rendu compte d'une chose. Je n'y connais absolument rien sur ces incroyables animaux. Alan, lui, il a tissé une vraie relation avec ses perroquets et ça m'a intriguée. Comment on vit et on interagit avec un perroquet ? Comment on crée du lien avec eux et est-ce que c'est compatible avec nos autres animaux de compagnie ? Parce que mon chat, Scotty, je pense qu'elle prendrait plus un perroquet comme un gros jouet plutôt qu'un copain. J'ai jamais vécu avec des oiseaux et c'est un univers que j'ai découvert grâce à lui que je trouve passionnant. Alors j'avais envie, avec cet épisode, de comprendre ce que ça implique vraiment au quotidien. Parce que oui, il y en a près de 4 millions dans nos foyers français. Et derrière ces animaux, qu'on trouve beaux et impressionnants, il y a aussi beaucoup d'idées reçues et parfois de la maltraitance banalisée. Je reçois donc aujourd'hui Alan, alias Monsieur Perroquet, que tu as peut-être déjà vu passer sur tes réseaux sociaux. Alan, il est comportementaliste aviaire. Formateur et spécialiste des perroquets, reconnu comme expert fédéral et formateur agréé en Suisse. Il sait tout de ces oiseaux et accompagne aujourd'hui particuliers et professionnels à mieux comprendre ces animaux pour éviter les erreurs et surtout créer une vraie relation qui répond aux besoins de ses compagnons. Dans cet épisode, on va parler des idées reçues, des besoins de ces animaux, mais aussi de la vie avec eux, des pires erreurs à éviter, des parcs animaliers, de la détention de ces animaux, de vols libres et de leurs secrets très bien cachés. Alors je te souhaite une très bonne écoute. Hello Alan, bienvenue sur Allo Pets, je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui. Eh ben moi je suis très heureux d'être là, ça me fait très plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Alors du coup Alan, pour toutes celles et ceux qui te connaissent pas encore, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Alors je m'appelle Alan Bréchet, alias Monsieur Perroquet, plus connu sous ce nom-là, Ouais. notamment sur les réseaux sociaux. C'est un peu un nom d'usage que que je me suis approprié au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, moi je suis comportementaliste aviaire, expert et formateur. Donc j'agis auprès des particuliers, des professionnels pour les aider à régler des problématiques avec leurs oiseaux et aussi pour les aider à valoriser leurs conditions de vie et à mieux les comprendre. Du coup, d'où ça te vient cette passion pour les oiseaux ? Comment ça t'est venu cette passion pour les perroquets ? Alors, je crois que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été passionné par les animaux de manière plus globale. Ouais. Après, c'est vrai que de fil en aiguille et au fur et à mesure des expériences, il y a quand même des préférences qui se créent. Et les oiseaux, ça a été d'abord pour ce que ça représentait. C'est vrai que la façon que ça a de communiquer, de se déplacer, etc., c'est toujours quelque chose qui m'a attiré beaucoup. Et mon histoire avec les oiseaux a commencé avec un pigeon
que j'ai Ok. recueilli et que j'ai eu chez moi et qui est devenu vraiment un véritable animal de compagnie qui partageait tout mon quotidien et toutes mes activités. Et au Ouais. fur et à mesure du temps, je me suis un peu renseigné davantage sur les oiseaux. C'est aussi ce qui a permis Ouais. qu'il y en a qui entrent dans ma vie finalement. Au départ, justement, ça a été de récupérer d'abord des petites espèces parce que des particuliers n'en voulaient plus, etc. On est allé toujours vers des espèces plus grandes pour la simple et bonne raison que qu'on s'intéresse finalement à la façon que ça a de communiquer, d'évoluer. Et c'est vrai que on entend souvent parler de leur intelligence, on se rend compte que c'est des animaux qui sont Ouais. magnifiques et incroyables, mais c'est vrai que j'avais pas du tout estimé, malgré tout ce qu'on dit d'eux, que ça pourrait être aussi sensible et qu'on pourrait tisser une telle relation avec eux. Donc c'est vrai que quand on y a touché, c'est compliqué de revenir en arrière. Ouais, et on le voit d'ailleurs sur les réseaux comme tu en parles, c'est incroyable et c'est ultra passionnant aussi, même quand on n'est pas du tout dedans. Du coup, j'aurais aimé savoir pourquoi c'était important pour toi de venir nous parler de ces animaux aujourd'hui. Pour moi, c'est important de prendre la parole pour sensibiliser, pour que les gens se rendent compte finalement de ce que ça représente au-delà des couleurs et au-delà Ouais, des qualités qu'on leur octroie. C'est pas juste un animal qui est un bon imitateur, c'est pas juste un animal intelligent qui a une intelligence d'un enfant de 3 à 5 ans. C'est bien plus que ça et au niveau effectivement de leur détention, il y a quand même pas mal d'incompréhension du fait que c'est des animaux avec des besoins très particuliers auxquels finalement on est obligé de s'adapter pour espérer les épanouir. Donc je viens un peu prendre parole pour ça, pour justement que les gens se rendent compte de ce que ça représente, pour ne pas faire d'adoption qui pourrait découler ouais. sur des abandons par la suite, et aussi pour aider toutes les personnes qui en détiennent et pour qu'elles se rendent compte aussi que il y a vraiment moyen d'améliorer la situation en adaptant finalement nos comportements, notre environnement et tout ce qu'on peut faire pour eux. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton quotidien? Alors, tu vis avec une dizaine de perroquets et perruches, si je dis pas de bêtises. Comment tu gères ça au quotidien? Alors, c'est vrai que ma vie est rythmée en fonction d'eux. Donc, disons que le matin, effectivement, ça va être préparation des rations alimentaires, donc en fonction des espèces et des individus. Donc, Ouais. il peut m'arriver de préparer des graines, des fruits, des légumes, et même de cuisiner pour eux. D'ailleurs, je ne cuisine pas pour moi, je ne Ok. cuisine que pour mes oiseaux. Euh, Ok. c'est assez drôle, mais bon, du coup, ça fait partie du package et franchement, ça m'éclate Et ouais. plutôt bien. Ensuite, il y a quand même pas mal de nettoyage parce que c'est des animaux qui salissent beaucoup, hein, qui ne se retiennent pas. Mm. Donc, un perroquet, c'est pas forcément propre, hein. Ça met un peu de poussière de plumes partout, ça se retient pas, donc il y a des fientes un petit peu partout. Donc, il y a une grosse phase quand même d'entretien qui fait partie de mon quotidien. Après, il va y avoir effectivement une partie d'interaction parce que mes perroquets, quand ils me Ouais. voient, enfin, il y a vraiment quelque chose qu'on entretient avec des câlins, du jeu, des interactions un peu en permanence. Et au-delà de ça, après on va aussi, je vais valoriser leur quotidien en leur apportant des enrichissements dans leur environnement ou en les emmenant en vol libre par exemple. Et au milieu de tout ça, après je fais aussi des consultations, des formations pour accompagner justement toutes ces personnes qui rencontrent quelques difficultés avec leurs oiseaux. Moi, je me pose la question, mais je suis peut-être pas la seule. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, toi, en fait, quand tu as commencé à vivre avec des oiseaux? On parlera aussi tout à l'heure de la relation qu'on a avec les chiens et les chats et les oiseaux, parce que c'est peut-être une relation différente. Qu'est-ce qui te surprend encore aujourd'hui au quotidien ou qu'est-ce qui t'a surpris au tout début quand tu as commencé à vivre justement avec des oiseaux? Je pense que c'était le truc le plus impressionnant pour moi, c'est leur sensibilité émotionnelle et leur capacité d'observation. C'est vrai que Ok. ils analysent tout. Tous nos faits et gestes, nos micro-mouvements, il y a tout qui est décortiqué et analysé et c'est vraiment impressionnant parce qu'on a vraiment du coup des animaux qui s'adaptent finalement à tout ce qu'on fait et il y a tellement moyen de d'influencer leurs réactions et même leurs attitudes en fonction de nous et de la façon dont on se comporte que c'est ce qui m'a le plus surpris en tout cas sur le plan positif et peut-être Ouais. parce qu'il y a un aspect aussi négatif et qu'on minimise souvent quand on adopte des perroquets, c'est tout ce que ça représente, ne serait-ce que en cris et en destruction, parce que c'est des animaux Ouais. qui s'expriment quand même
assez régulièrement, ça s'exprime avec un volume très très élevé et du coup ça correspond pas, enfin ça ne peut pas correspondre à tout le monde et c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument prendre en ligne de compte. Et pour les personnes matérialistes, il en va de même. Un perroquet c'est pas du tout attaché à certaines choses, ça va pas faire attention à se dire oh c'est le meuble de mon propriétaire, je vais pas y toucher. Au contraire, il y a vraiment aucun moyen d'inhiber ces comportements-là. C'est des comportements qui sont naturels et qu'il faut être prêt à accepter. C'est important que tu le soulignes parce que c'est vrai qu'on voit souvent les points positifs pour faire aussi des choix éclairés quand on souhaite adopter. Et si on reprend depuis le début, pour quelqu'un qui a jamais été au contact de perroquets, comment tu décrirais ces animaux? Alors déjà, c'est des animaux fantastiques et effectivement, on se rend compte, ne serait-ce qu'en les regardant, que, enfin, ils sont magnifiques. Enfin, je veux dire, ça, il y a Ouais, aucun non, doute c'est vrai. là-dessus. Euh, Après, c'est vrai que si je devais les décrire, je dirais qu'ils sont très sensibles, très observateurs, qu'ils analysent vraiment chaque détail, qui nous analysent aussi en tant que personne. Hein. C'est vrai que se rendre compte que qu'en fonction de la façon dont on va se comporter, réagir, les interactions vont changer grandement. Peut-être que ce qui est le plus le trait qui revient finalement à chaque fois qu'on parle de perroquet, c'est l'intelligence. Enfin, je veux dire, C'est vrai. l'intelligence émotionnelle et l'intelligence en communication et en capacité finalement. Pour Ok, moi, c'est des animaux sensibles, intelligents et juste incroyables. Voilà. Si je devais ok. résumer, Il n'y a pas de débat. il n'y a pas de débat. Et justement, pour toi, qu'est-ce qui distingue les perroquets des autres oiseaux de compagnie? Parce qu'on voit aussi des personnes qui ont d'autres types d'oiseaux de compagnie. Pour toi, c'est quoi la différence avec les perroquets et les perruches? Alors, si on compare ça à d'autres animaux domestiques et d'autres oiseaux domestiques, c'est peut-être vraiment au niveau de leurs besoins que Ok, tout peut changer, parce qu'il faut se dire que vraiment le perroquet reste un animal sauvage avec tous les besoins qui vont avec. Donc, c'est un ouais. animal qui est adaptable dans une certaine mesure, mais auquel nous, on doit s'adapter grandement pour espérer les épanouir dans notre quotidien. Et c'est peut-être vraiment ce qui les rend très différents d'une poule, par exemple, en tant qu'animal de compagnie ou en tant qu'animal domestique. Tu parles de relations. C'est assez drôle parce que on parle beaucoup des relations avec nos chiens et nos chats. Toi, tu as vraiment tissé une relation très forte avec tes perroquets. Euh, Tu pourrais nous en parler un peu de cette relation, comment on tisse une relation avec un oiseau, parce que on s'imagine faire des gratouilles à un chat ou un chien. Comment on interagit, tu vois, avec un perroquet, comment on tisse un lien vraiment très fort avec eux. Je pense que ça va avec le fait effectivement de commencer à les comprendre et les interpréter. Pour pouvoir bien interagir avec un perroquet, il faut absolument savoir le lire Ouais, savoir comment il fonctionne et puis pouvoir justement s'adapter comme j'en parlais déjà avant. L'idée c'est vraiment d'adapter toutes nos approches, nos réactions pour être lisible et compréhensible de la part du perroquet pour justement supprimer la méfiance et pouvoir développer des relations vraiment très profondes avec eux. On a des oiseaux qui se mettent vraiment en confiance, qui acceptent le fait d'être maintenus, qui acceptent le fait d'être retournés dans tous les sens. Enfin, je veux dire, il y a vraiment plus de limites à partir du moment où on interagit bien avec nos oiseaux dans la relation qu'on peut créer avec eux. Mais ça va effectivement de pair avec du renforcement positif et aussi et de la ouais. psychologie inversée, parce que chez les perroquets, il n'y a pas de hiérarchie. Le perroquet, c'est un peu son seul maître et il va agir que pour servir ses propres intérêts. Donc il faut réussir à lui faire comprendre que on a un avantage sur lui vis-à-vis de telle ou telle situation et donc on va se comporter en tant que leader pour justement le mettre en confiance et obtenir plus de choses de lui. Tu m'avais parlé un petit peu plus en off de la relation que tu avais avec tes compagnons de vie. Ils ressentent tout. Tu m'avais expliqué aussi que ben par rapport à tes émotions, toi, personnelles, quand ça va pas, quand ça va bien, quand tu es joyeux, triste, etc., ils le ressentent et ils agissent différemment en fonction de ça. Ça m'avait beaucoup surprise, tu vois, qu'ils aient aussi cette sensibilité émotionnelle vis-à-vis de nous humains, qui ne sommes pas du tout la même espèce. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça aussi? Je pense qu'il y a presque même une forme d'empathie, alors Ouais, qui est pas toujours très très claire. Hein. C'est vraiment en fonction des individus et des tempéraments qu'on se rend compte, en fonction de notre état émotionnel, qu'il y a des réactions qui sont générées. Elles sont parfois, effectivement, de notre point de vue, très positives. Donc avec des oiseaux qui viennent chercher le contact, qui sont très calmes, qui restent à proximité, et d'autres qui vont limite venir
venir vers nous pour nous provoquer un petit peu, pour nous dire il faut bouger, tu vois. Et c'est ça qui est assez ce qui est fou aussi chez les oiseaux, justement, c'est ce tempérament individuel qui est vraiment très très marqué, qui est renforcé par les expériences. Et je pense que c'est ça qui au quotidien fait que c'est des animaux vraiment exceptionnels. Après le simple fait justement de se dire que ils viennent effectivement observer tous mes faits et gestes, et c'est des animaux qui me connaissent, hein. Du coup ils vivent avec moi depuis plusieurs années. Ils observent effectivement tous mes faits et gestes, ils analysent beaucoup plus d'images par seconde que moi, et en fait c'est vrai que c'est pratiquement impossible de leur cacher quoi que ce soit, parce que même si on essaye effectivement de se comporter d'une certaine façon, il y a toujours des petits trucs qui font qu'on n'arrive pas à tout leur cacher, et ils le captent, mais tellement rapidement et efficacement Ok. qu'il vaut mieux, je pense, parfois prendre le temps aussi, parce que automatiquement le fait de générer une réaction chez eux, c'est pas forcément toujours hyper positif. Donc quand nous on n'a pas un état émotionnel qui est forcément adapté, on est aussi potentiellement plus tendu, moins tolérant, on va commettre des petites erreurs même au niveau de notre communication, et ça peut par contre détériorer la relation. Donc malgré tout il faut quand même y prêter une certaine attention pour ne pas faire de bêtises, et ne pas avoir des perroquets qui finissent par se méfier de nous parce que nos réactions sont pas cohérentes. Ok. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et donc, c'est un peu des éponges émotionnelles, un peu comme nos chiens et nos chats, en fait. Et en même temps, il faut aussi beaucoup travailler sur soi. Mais on le voit d'ailleurs même avec toutes les relations qu'on a avec les autres animaux. On a besoin aussi parfois de faire un travail sur soi pour avoir la bonne communication avec nos animaux. Donc, en fait, c'est la même chose avec les oiseaux. Donc, je suppose que chacun d'entre eux chez toi a son propre caractère, a sa propre personnalité. Comment tu vis du coup avec ces différents profils d'oiseaux? Est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer un petit peu comment ils cohabitent, comment ils interagissent entre eux? Alors chez moi il y a effectivement des perroquets qui viennent un peu de tout horizon, et avec Ok. parfois des oiseaux ayant un passif, et qui n'ont pas du coup vécu que des bonnes choses. Et donc il y a des Ouais. oiseaux qui ont même certaines carences sociales, et du coup qui n'ont pas forcément les codes. Donc c'est vrai que parfois il peut y avoir effectivement certaines complications. Il y a aussi des préférences, hein, entre eux. Il y a des oiseaux qui s'apprécient grandement, il y a des oiseaux qui peuvent juste pas se voir, et d'autres qui se tolèrent juste à certaines périodes, et ça se passe bien comme ça. Moi, dans ma dynamique aujourd'hui, typiquement, on est un peu en période charnière, c'est une période hormonale, donc où tous les oiseaux sont un peu chauds et sont titillés par leurs hormones, et donc il y a quand même pas mal d'enjeux. Donc là aujourd'hui, ils sont effectivement séparés dans leur espace en fonction de leurs affinités, pour être le plus tranquille possible, pour limiter le stress sur des individus qui potentiellement auraient un peu moins de confiance en eux. Et c'est vrai que même au quotidien, il y a quand même des petites choses auxquelles il faut prêter attention, du fait qu'il y a des perroquets qui ont un tempérament très fort, et d'autres qui se mettent plus facilement en retrait. Même au niveau de nos interactions avec eux, on voit que moi j'ai tissé une relation assez forte et unique avec chacun de mes perroquets, et on se rend compte que certains pourraient pâtir du fait que d'autres sont vraiment Ouais. très accaparants. Donc c'est aussi quelque chose auquel il faut prêter attention, de privilégier effectivement ceux qui ont un gros tempérament, pour ne pas qu'il y ait de la rivalité qui s'installe entre eux. Mais par contre, il faut aussi trouver des stratagèmes pour pouvoir les occuper et interagir avec tout le monde en fonction. Donc Ok. finalement, au quotidien, on est sans arrêt en train d'adapter, de faire attention, et de marcher un peu sur des œufs, sans mauvais jeu de mots, pour justement permettre d'interagir avec tout le monde, et de stabiliser tout le monde, et d'entretenir finalement cette relation avec tout le monde, et limiter Ok. la rivalité par la même occasion. Et alors, on n'en a pas parlé au début de tous les aménagements que tu as fait pour tes perroquets. C'est quand même assez fou tout ce que tu as mis en place pour eux, et je trouve ça mais génial parce que aussi tu sais à quel point l'aménagement est important pour leur bien-être, et qu'ils soient aussi épanouis au quotidien. Est-ce que tu pourrais nous parler du lieu de vie dans lequel ils sont? Est-ce qu'ils sont chez toi à l'intérieur? Est-ce qu'ils sont dehors? Carrément. Eh bien, chez moi, il n'y a pas de cage. J'ai pris la décision effectivement d'abolir les cages, parce que pour moi, c'est pas une détention qui permet l'épanouissement de ces oiseaux-là. Ça a été
très rapide chez moi de me dire que non, il y aurait pas de cage pour pouvoir justement leur permettre de voler et d'évoluer. Aujourd'hui, ils ont une grosse partie de leur espace qui est en intérieur, qui fait pratiquement 50 mètres carrés, donc c'est quand même une bonne partie de l'espace de vie qui leur est dédié, donc avec effectivement des aménagements à tous les niveaux. Donc il y a une grosse protection effectivement de l'immobilier, parce que comme je l'expliquais juste avant, c'est des animaux qui ont une grosse capacité de destruction. Donc tout petit passé finalement, les joints de fenêtres, les portes, les murs, etc. Et donc il y a une grosse protection. La pièce elle est devenue un peu parrot-proof. C'est le fait d'adapter la pièce et l'espace aux perroquets pour qu'effectivement ils soient en sécurité et pour protéger aussi l'espace et qu'ils viennent pas trop le détériorer. Et dans cet espace-là, effectivement, il y a tout un aménagement qui est fait pour eux, donc avec des perchoirs, avec suffisamment de gamelles pour imiter la rivalité, avec aussi des espaces de jeu, des jouets à détruire, etc. C'est vraiment pensé et adapté à leur fonction et justement à leur développement. Et en plus de ça, ils ont aussi accès à une volière extérieure qui fait une dizaine de mètres de long, donc pour leur permettre de voler et de se défouler encore un petit peu plus. Et le fait d'avoir une volière extérieure, justement, ça enrichit aussi un petit peu leur quotidien, du fait qu'il y a tellement plus de choses qui se passent à l'extérieur que c'est un petit peu plus cool. Et en plus de ça, il y a effectivement le vol libre, donc qui me permet de les emmener se défouler et d'explorer encore plus leur environnement extérieur. Et du coup, est-ce que tu aurais aimé nous partager l'histoire de certains de tes perroquets? Alors, j'ai des perroquets qui viennent, comme je disais avant, de plein d'origines différentes. Donc, j'ai des perroquets qui sont issus d'élevage et qui ont aucune problématique, qui sont arrivés chez moi et qui se sont développés chez moi. Et d'ailleurs, on le voit, hein, ils ont une stabilité émotionnelle qui est énorme. Ils ont été épanouis dès le départ. Il y a pratiquement aucune frustration, une gestion des émotions qui est idéale, etc. Et en parallèle, j'ai aussi récupéré des oiseaux issus d'abandon, donc parce que certaines personnes les ont adoptés, puis finalement se rendent compte que ça leur correspond pas. On se rend compte qu'il y a énormément d'abandon chez les perroquets, donc justement parce que on dit qu'un perroquet au cours de sa vie change pratiquement une dizaine de fois de famille. Déjà effectivement, c'est un animal qui vit très très longtemps, mais en plus de ça, le fait d'avoir des besoins particuliers et il y a quand même pas mal de contraintes qui y sont liées, qu'il faut accepter et que les gens n'acceptent pas forcément, et d'autant plus sur le long terme. Ça vit combien de temps, un perroquet? Alors ça dépend un petit peu des espèces. Pour des petites espèces, ça peut être une quinzaine d'années environ, et on a des records avec d'autres espèces à plus de 100 ans. Mais en moyenne, on est en tout cas sur une cinquantaine d'années facilement, sur toutes les espèces moyennes et grandes. Okay. Donc c'est un engagement sur le très très long terme. Ouais. Carrément. Et même, je pense que dans une certaine mesure, quand on envisage d'adopter effectivement ces animaux-là, et quand on sait effectivement ce que ça représente comme contrainte, je pense que c'est un petit peu moins facile à replacer qu'un chien, par exemple. Même un chien compliqué, enfin je veux dire, on a plus l'habitude finalement de savoir comment se comporter, et puis on a forcément plus de facilité à prendre un chien chez soi que d'adapter une pièce complète à des perroquets forcément. Donc je pense que quand on adopte, malgré tout, il faut aussi penser à ce détail-là, de se dire s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qu'il advient d'eux, et donc d'anticiper de ce point de vue-là, et d'avoir des personnes qui sont prêtes à les accueillir dans des conditions similaires pour que les oiseaux puissent vivre bien toute leur vie, entre guillemets. Oui, et puis surtout que pour les chiens et les chats, on a des éducateurs comportementalistes, on peut avoir beaucoup plus facilement accès à un accompagnement professionnel, tu vois, sur des problématiques comportementales. Pour les perroquets, je pense que c'est beaucoup plus rare, ou du moins il y en a beaucoup moins que sur du chien ou du chat. C'est sûr qu'on est beaucoup moins, et ce qui est peut-être d'autant plus compliqué, c'est le fait justement que il y a moyen de se faire accompagner souvent même en présentiel avec tous les éducateurs canins qu'il peut y avoir. Avec les perroquets, souvent on agit à distance. Alors généralement c'est suffisant, mais malgré tout il y a quand même pas mal d'enjeux, et clairement, toutes les personnes ne sont pas forcément à l'aise avec ça. C'est aussi le fait de mettre en pratique, des fois, qui peut être compliqué, parce que malgré tout, quand on commence à se faire agresser par son perroquet qui nous pince, etc., des fois, c'est difficile d'inverser la tendance et d'améliorer la situation.
et il y a quand même des personnes qui se retrouvent un peu dépassées par les événements et c'est complètement logique. Et Ouais. peut-être du coup pour en revenir à l'origine de mes perroquets, il y a aussi des Oui. animaux qui sont issus de saisies, que ce soit des saisies administratives ou des saisies parce que justement les perroquets n'étaient pas forcément bien détenus. Et du Ok. coup, effectivement, aujourd'hui, j'ai réussi à créer un floc, donc un groupe social qui est plutôt harmonieux parce que justement, j'ai des oiseaux avec des profils très différents qui arrivent à se porter vers quelque chose de positif. Mais malgré tout, je sais que je pourrais pas intégrer n'importe quel oiseau chez moi du fait que ça pourrait faire pâtir tout mon floc. Donc effectivement, il y a une réflexion aussi vis-à-vis de la cohabitation et du groupe social pour que tout le monde puisse bien s'épanouir et être finalement à l'endroit qui lui convient le mieux. C'est hyper intéressant et tu parlais justement d'élevage. Parce que les perroquets, peut-être que les détentions se font d'une manière différente. Toi, tu es en Suisse, on l'a pas précisé d'ailleurs au début. Et est-ce que sur la détention comme ça des perroquets, on le voit, tous les élevages ne se valent pas. Quand on parle de même toutes les typologies d'animaux et de races d'animaux, est-ce que c'est pareil chez les perroquets? Parce que d'où viennent les perroquets en fait? C'est peut-être une Alors, question bête, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est souvent diabolisé. On entend souvent parler de trafic de perroquets ouais, avec des perroquets qui sont importés illégalement, etc. En Europe, il y en a quand même de moins en moins. Il y a quand même des ok. éleveurs qui font très très bien les choses. Il y a des éleveurs aussi qui font les choses pas forcément très bien, autant d'un point de vue administratif que bien-être. Il y a à boire et à manger automatiquement, comme un petit peu partout. Ouais. Malgré tout, je pense que c'est peut-être en tout cas pour moi, je soutiens les éleveurs qui font les choses bien, donc déjà qui respectent finalement les besoins des couples, qui leur fournissent des volières avec suffisamment d'espace où on se retrouve pas avec des box d'élevage. Et peut-être même au niveau, en allant plus loin au niveau des méthodes d'élevage, on entend souvent parler d'élevage à la main. Il y a aussi des choses à faire bien et des choses à faire un petit peu moins bien auxquelles il faut automatiquement prêter attention pour avoir un oiseau qui part finalement avec le meilleur bagage possible. Comment on le voit ça du coup? Si les conditions dans lesquelles sont l'animal sont optimales, admettons, je sais pas, demain tu veux, alors je m'y connais très peu, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais admettons tu veux une typologie de perroquet et tu connais ou tu as entendu parler d'un éleveur. Comment toi tu vas prendre une décision pour te dire ok lui il est vraiment top ou alors gros message d'alerte là je vois que ça va pas du tout c'est à fuir quoi. Alors, je pense, enfin, moi, ce qui me mettrait en confiance chez un éleveur, c'est le fait qu'il prenne le temps. Qui prennent le temps effectivement pour, enfin d'autant plus si je suis novice, pour m'informer quant à ses besoins, qui m'expliquerait que non, je ne peux pas simplement le détenir en cage, qui me dirait pas oui ça va aller, oui tu verras il va pas crier, oui tu peux lui donner juste des graines et ça ira. Quelqu'un qui prenne vraiment le temps de sensibiliser, Ouais. d'informer. Pour moi c'est ce qui me rassurerait le plus chez un éleveur. Et peut-être quand il s'agit de choisir entre guillemets son oiseau, ce serait d'avoir des oiseaux qui cherchent assez facilement l'interaction, des oiseaux qui seraient déjà apeurés, qui fuiraient, etc. Dans une certaine mesure, du coup, ça me rassurerait pas forcément. Et tu parlais de braconnage, du coup, comment on peut savoir que certains oiseaux viennent de ces pratiques-là? Qu'est-ce qui peut nous mettre en alerte? Quelles sont les choses à ne pas faire, en fait? Je pense qu'il y a vraiment, alors aujourd'hui, il y a une législation qui nous permet effectivement d'être assez sécure par rapport justement à la provenance des oiseaux. L'idée, c'est Ouais. effectivement de se renseigner d'un point de vue administratif de tous les documents qui doivent entre guillemets voyager avec l'oiseau. Donc ça peut être effectivement une espèce de carte d'identité pour certaines espèces, c'est ce qu'on appelle un CIC, donc un certificat intracommunautaire, donc qui va effectivement nous indiquer l'origine, le numéro de l'oiseau et tout son suivi. Et après, notamment en France, on a des documents légaux qui sont obligatoires quand on achète ou quand on adopte un perroquet. Donc il va d'abord falloir faire un certificat de cession entre le cédant et l'acquérant. Il va ensuite falloir
falloir avoir une déclaration de marquage. Donc souvent on va parler d'un marquage par bague plutôt que par puce électronique. J'ai tendance à faire l'erreur parce que moi je favorise justement la puce électronique et en Suisse c'est plutôt bien toléré. En France c'est la bague justement qui est priorisée et qui est du coup hyper démocratisée chez la majorité des perroquets. Et donc c'est un peu ça qui va nous permettre d'avoir le suivi de l'oiseau. Donc c'est des bagues fermées qui sont mises durant les premiers jours de vie de l'oiseau. Okay. Donc malgré tout déjà c'est plutôt rassurant. Il faut absolument qu'il y ait tous ces documents légaux pour effectivement se dire qu'on prend un maximum de sécurité et qu'on participe pas finalement à du trafic même de manière indirecte. Tu accompagnes aussi beaucoup de particuliers au quotidien. C'est quoi les plus grosses problématiques que tu vois aujourd'hui quand tu fais des accompagnements? Alors, j'ai des problématiques qui sont assez diverses et variées, mais généralement, souvent, c'est quand même lié à la cohabitation. Donc, on a souvent des problèmes de cris excessif avec des oiseaux qui crieraient du matin au soir ou de l'agressivité. Après on a aussi des problèmes de piquage qui sont assez récurrents, donc c'est le fait de s'arracher les plumes, de se mutiler. Enfin des fois ça peut être ultra impressionnant et c'est souvent quelque chose que les propriétaires de perroquets rencontrent à un moment donné vis-à-vis de leur détention parce que c'est souvent associé à plein de facteurs, il y a plein d'éléments déclencheurs possibles et malgré tout c'est quelque chose auquel je pense n'importe quel particulier a peur d'être exposé et malgré tout c'est quelque chose qu'on garde en tête et malheureusement qui est souvent associé à quelque chose de négatif. Souvent on se culpabilise de se dire ah mon perroquet se pique, il est malheureux, alors que je pense que c'est un peu plus que ça et qu'il faut chercher justement à se poser des questions par rapport à la détention, mais aussi faire justement plus de recherches autant d'un point de vue comportemental que physiologique et métabolique pour essayer d'améliorer ces situations-là. Donc je dirais peut-être que c'est les trois choses, les trois problématiques principales que je rencontre le plus souvent dans ma pratique. Et après, justement, ça va être d'autres petites choses pour justement permettre aux gens de valoriser un petit peu la détention et la cohabitation. Donc comment faire en sorte que de détourner l'attention de mon perroquet pour qu'il soit pas absolument focus sur certaines choses, sur certains de mes meubles. Comment adapter mon environnement, comment faire en sorte que mes perroquets cohabitent mieux et qu'il n'y ait pas trop de rivalité quand j'arrive. Enfin, il y a plein de choses finalement qui peuvent être améliorées. Comme on le disait, au-delà de l'espèce, il y a aussi une individualité qui est très forte. Donc des fois, il faut persévérer un petit peu plus, aller plus loin aussi dans ce qu'on veut faire pour justement permettre à une situation de s'améliorer. Mais malgré tout, ils ont quand même tendance à communiquer tous de la même façon, donc à avoir même les mêmes besoins sociaux. Et donc il y a vraiment des choses qu'on peut adapter de manière assez global pour faire en sorte que tout se passe mieux et que les choses s'améliorent ou en tout cas même se créent, parce que même pour créer une relation finalement toutes ces petites choses à mettre en place sont transposables autant à des petites perruches ondulées de quelques grammes qu'à des grands haras de plus d'1 kilo. Si tu pouvais donner 2-3 conseils comme ça sur des problématiques peut-être de piquage ou d'autres problématiques que tu vois, beaucoup de cris, qu'est-ce que tu pourrais toi suggérer de mettre en place pour améliorer, on va dire, le quotidien des deux, du duo? Alors, je pense dans une certaine mesure, quand on rencontre une problématique, assez rapidement, il faudrait essayer de faire appel à un professionnel pour justement être suivi. Et ce qui diffère un petit peu, justement, c'est les comportements humains et le contexte. Donc, il y a souvent pas mal de choses à adapter, pour faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est vrai que du coup, il y a plein de petites choses qu'on peut déjà essayer de mettre en place en amont, dès le départ, pour justement anticiper ces problèmes-là. Mais une fois qu'on les rencontre, je pense que d'être suivi, c'est quand même la meilleure démarche. Après, typiquement, dans un contexte de piquage, les premiers réflexes à avoir, c'est déjà d'essayer de ne pas se voiler la face, parce qu'on a souvent quand même tendance à se dire c'est rien, c'est juste une mue, il lui manque quelques plumes. Mais plus c'est pris tôt,
plus il y a de chances qu'on arrive à remettre l'oiseau sur le droit chemin. Et pour moi, un suivi idéal, par exemple, pour un piquage, ce serait le fait justement de pouvoir aller chez un vétérinaire pour faire un check-up complet, justement savoir s'il est potentiellement carencé, si il n'y a pas des pathologies sous-jacentes, si d'un point de vue métabolique tout fonctionne bien, et ensuite avoir un suivi comportemental justement pour adapter notamment l'environnement, aussi nos réactions et nos approches, parce qu'il y a automatiquement le fait qu'il y ait des relations qui soient parfois très fortes. Il y a des choses qu'on peut encourager même de manière inconsciente, et du coup finalement ça devient un petit peu un cercle vicieux. Et je pense que vis-à-vis d'un piquage, il y a aussi une grosse question alimentaire qui rentre en ligne de compte, du coup de remettre en place un régime alimentaire qui soit adapté et qui corresponde surtout aux besoins de l'oiseau, ça peut vraiment faire toute la différence. Ok. Ça mange quoi, un perroquet? Alors, ça, on a souvent tendance à penser que ça mange soit que des fruits, soit que des graines, alors que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est Ok. des animaux qui sont effectivement, en fonction des espèces, un granivore et frugivore à tendance, mais qui ont même des tendances un peu omnivores pour certaines espèces. Donc, typiquement, il faut essayer de miser quand même sur une certaine variété, ne serait-ce que pour les stimuler, pour que justement comme je le disais avant, ils ont besoin de détruire, de décortiquer, etc. C'est vraiment important pour eux aussi de maintenir des objets et des choses, donc d'avoir un mélange de graines qui soit peut-être adapté. C'est peut-être une bonne base, mais des graines sèches en tant que telles, c'est pas forcément suffisant. Donc il faut pouvoir justement proposer des graines sous différentes formes. Moi, je propose par exemple des graines trempées et germées pour varier les plaisirs, avoir des graines qui sont plus digestes et aussi plus intéressantes sur le plan nutritionnel. Après, il y a aussi effectivement le fait de leur proposer des fruits et légumes, donc qui seront pas forcément les mêmes parce qu'on recherche pas forcément les mêmes choses, et toutes les espèces ont pas forcément, une fois de plus, les mêmes besoins et la même appétence vis-à-vis de certains aliments. Ok. On va aussi avoir au quotidien et de manière régulière, il y a aussi des complémentations à faire, notamment en calcium pour certaines espèces, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre assez régulièrement. Il y a souvent des carences en vitamine A qui sont rencontrées, donc il faut aussi savoir pallier à tout ça. Ou même un aliment dont on n'a pas l'habitude et qui peut même choquer, il y a le fait de donner des œufs. Justement Ah ouais? parce qu'on recherche de la vitamine B12, on recherche de la protéine, Ok. et nos oiseaux en sont quand même très friands. Alors il faut pas en abuser, évidemment, tout est question de proportion, mais c'est Ouais. un aliment qui est quand même hyper intéressant dans la nutrition des perroquets. C'est un peu comme les poules. Alors, je sais pas si tu donnes les œufs complets, mais les poules, quand on leur donne les œufs, enfin les coquilles d'œufs, faut bien les casser. C'est un peu comme les poules. Alors par contre, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je donne des œufs cuits pour éviter Ah justement ouais, le ok. risque sanitaire de ce que ça représente, ne serait-ce que Ok. au niveau de la salmonellose, d'avoir des œufs de poule crus. Potentiellement, il pourrait y avoir des transmissions de certaines maladies auxquelles il faut prêter attention. Mais moi, je leur donne des œufs durs, des omelettes, etc. Et ça, c'est Ouais, ok. effectivement très intéressant pour l'apport en protéines que ça représente et en vitamine B12 notamment. Ok. Oui, parce que chez les poules, on peut leur donner juste les coquilles, tu vois, en les écrasant pour qu'elles puissent remanger un peu la coquille, un peu comme quand on leur donne, tu vois, des coquilles d'huîtres ou ce genre de choses On peut le faire aussi pour avec, leur jus. je le fais aussi avec perroquet. Effectivement, c'est Ok. pour apporter des minéraux en complément, Ouais. donc ça peut être intéressant dans une certaine mesure. Ouais. Donc t'es devenu un vrai cuistot pour les perroquets, toi. Ah complètement. Ouais. Au fur et à mesure du temps, c'est. D'ailleurs, il y a leur frigo, leur congèle, Ah et puis il y a plus ouais. d'ustensiles dans la cuisine pour les perroquets, même pour leur faire des soupes à l'occasion que pour moi. Incroyable. Alors, du coup, j'aimerais beaucoup qu'on parle du quotidien, parce qu'on voit des perroquets aussi dans nos intérieurs, dans les maisons. Est-ce qu'ils peuvent être vraiment heureux dans nos maisons? Et tu parlais aussi de tout ce que tu as mis en place, toi, pour tes perroquets. Je me mets à la place de quelqu'un qui a pas un jardin, un grand extérieur, qui vit dans un plus petit espace. Est-ce que c'est adapté quand même à un perroquet? Bien, c'est une super bonne question. Alors effectivement, je pense que de se dire que quand on vit dans un appartement, ça peut être effectivement compliqué de détenir certaines espèces. Donc une fois de plus, je pense que au départ, il faut savoir se dire
ok, quelle espèce peut me correspondre et qu'est-ce que moi je suis capable de mettre en place pour leur épanouissement. C'est clair que pour les plus grandes espèces de haras, de cacatoès, quelqu'un qui aurait juste une possibilité de mettre une petite volière dans son salon, je dirais que c'est pas du tout adapté et qu'il y a aucune chance pour que son oiseau soit complètement épanoui. Et du coup, c'est un petit peu la porte ouverte à toutes les dérives dont on a parlé avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de garder en tête, de se dire ok, qu'est-ce que moi je suis capable de leur offrir et de leur fournir pour qu'ils soient épanouis. Après, comme je le disais avant, il y a quand même beaucoup d'espèces. Il y en a qui sont beaucoup plus adaptables que d'autres et qui pourraient effectivement se satisfaire d'une vie avec des congénères dans une petite volière et avec des sorties quotidiennes. Mais ça nécessite quand même d'avoir des belles infrastructures. Enfin, ça nécessite quand même d'avoir un grand espace. Absolument. Enfin, l'idée, il faut absolument que ça puisse se dépenser, voler, mais aussi combler leurs besoins. Donc, le fait de pouvoir en avoir deux au minimum, voire plus en fonction des espèces, c'est encore plus idéal. D'avoir un espace qui soit suffisamment grand, enrichissant, pour justement espérer les épanouir. Et plus c'est grand, mieux c'est dans l'idée. Donc, disons qu'il faut essayer vraiment de se rendre compte des besoins que l'espèce à laquelle on s'intéresse peut avoir. Et vraiment pas essayer de se leurrer en se disant ça ira chez moi, parce que finalement au fur et à mesure du temps, même le fait de se dire on a une cage mais on le sort régulièrement, il y a toujours un moment donné où pour X ou Y raison on pourra pas le sortir à ce moment-là et ça sera dévastateur pour le perroquet et il y aura beaucoup de frustration qui sera accumulée. Donc pour moi vraiment ce type de détention c'est vraiment à abolir et c'est pas quelque chose sur lequel il faut pouvoir se reposer même sur des périodes qui sont très réduites. Et d'où l'objectif aussi de se faire accompagner par des bons professionnels. Je sais pas si en animalerie on a les compétences, tu vois, pour savoir ce genre de choses. Est-ce qu'il faut plutôt aller voir justement un expert du comportement comme toi? Est-ce que il faut plutôt aller voir une autre typologie de professionnel, peut-être un vétérinaire spécialisé NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie, il y en a aussi, qu'il faudrait aller voir, tu vois, pour savoir si et son intérieur est adapté et savoir si on est OK pour vivre avec ce type d'oiseau. Je pense que c'est hyper important de se renseigner au maximum. Donc finalement, même tu vois tous les profils que tu décris. Alors en fonction effectivement il y a peut-être des vétérinaires NAC qui sont plus à l'aise avec les oiseaux, qui en voient beaucoup plus et qui sont même passionnés, donc automatiquement qui vont être d'autant plus ouverts à donner un maximum de conseils par rapport à leur détention. Il y a effectivement des professionnels du comportement comme moi qui vont pouvoir justement aider, analyser, à savoir quelle espèce est plus susceptible de correspondre qu'une autre. Et effectivement, mais même des professionnels en animalerie. Je pense qu'il y a des personnes qui sont très passionnés par ces animaux-là et qui peuvent donner des conseils tout à fait adaptés. Je pense que la bonne idée, c'est de prendre des conseils un petit peu partout, d'en prendre un maximum et même de se renseigner. Aujourd'hui, on a beaucoup plus facilement accès à l'information, même sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et je pense que c'est hyper important de se dire, on prend le temps nécessaire avant d'adopter. Dans ces professionnels-là, on n'a pas du tout parlé des éleveurs, mais je pense que ça peut être intéressant aussi dans une certaine mesure d'aller rencontrer un éleveur à proximité de chez nous pour se rendre compte de ce que ça représente comme cri, de savoir si ou même de voir sur quelle période un perroquet peut détruire un jouet. Enfin, ça peut être tellement impressionnant qu'il faut s'en rendre compte en amont, ou bien même le simple fait d'aller chez des personnes qui en détiennent déjà. Et par le biais justement des groupes Facebook et tout ça, généralement on arrive à trouver quand même des passionnés pas loin de chez nous. Et je pense que c'est vraiment intéressant à faire quand on envisage une adoption. Et est-ce que la cohabitation avec des chiens et des chats c'est possible? Est-ce que tu as déjà vu ça dans des accompagnements? Moi je me dis Scotty, elle le voit, elle le verrait plus comme un gros jouet que un copain. T'as déjà vu toi des perroquets vivre avec des chiens et des chats? Alors ça arrive. Après, c'est pas quelque chose que je recommande parce qu'il y a une prise de risque qui est quand même assez importante. Il faut se dire que le perroquet est un animal proie et malgré tout, le chien, le chat sont quand même des prédateurs avec des instincts qui peuvent quand même être très vite réveillés. Donc après, ça dépend évidemment autant des profils d'oiseaux que des chats et des chiens.
Mais malgré tout, pour moi, c'est pas une cohabitation qui peut être envisagée de manière constante. C'est-à-dire qu'on va pas se dire, je laisse ma perruche avec mon chat et on va pas s'inquiéter. Pour moi, il faut vraiment avoir des espaces qui soient quand même distincts et en admettant effectivement qu'il y ait des sorties au quotidien, ça doit toujours se faire sous surveillance. Et après, effectivement, peut-être que la prise de risque avec quand on a un grand haras à côté d'un chat, on se dit qu'il y a quand même moins de chances qu'il lui arrive quelque chose, mais ça peut être aussi dans le sens inverse, où un grand haras pourrait blesser gravement un chat, et du coup, c'est peut-être ces incompréhensions et le fait qu'ils évoluent pas de la même façon, avec des instincts qui sont un peu aux antipodes, qui peut faire qu'il y ait des accidents. Et c'est même une des principales causes d'accidents domestiques, hein. Le fait de vouloir présenter son chien à un perroquet et finalement, une morsure peut lui être fatale, ou inversement, avoir même des oiseaux qui en jouent un petit peu, parce que le fait d'avoir des réactions, même de la part d'un autre animal, ça peut être du coup un peu attrayant pour lui. Et du coup, il va plus forcément percevoir le danger. Et le jour où le chien en a potentiellement marre, s'il se retourne, ça peut être aussi très compliqué. Donc pour moi, c'est vraiment le fait de limiter l'interaction et de toujours faire en sorte que ce soit fait sous surveillance. Je me posais la question si tu avais vu, beaucoup de personnes vivre avec justement plusieurs typologies d'animaux, dont des chiens et des chats. Ça arrive, hein, et en réalité, il y a des fois où ça se passe très très bien. Alors moi, j'ai vu quand même passablement d'accidents, et c'est pour ça que du coup, je suis toujours un petit peu réticent vis-à-vis de cette cohabitation-là. Mais il y a des gens qui, et même une fois de plus, on en revient au profil de propriétaires, mais aussi aux chiens et aux chats qui sont en face, et même aux oiseaux, parce que tous les oiseaux réagissent pas de la même façon, et le fait malgré tout d'avoir des oiseaux une fois de plus qui sont épanouis sur le plan social, qui ont effectivement des congénères, vont peut-être moins aller chercher l'interaction avec les chiens et les chats, et donc se mettre automatiquement moins en danger. La clé d'une cohabitation entre un chien, un chat et des perroquets peut-être résider dans le simple fait de se tolérer et de s'ignorer dans un espace. Et peut-être que moi, c'est ce qui me rassurerait le plus, d'avoir un chien ou un chat qui est pas du tout réactif aux oiseaux, et d'avoir des oiseaux qui vivent leur vie sans s'y intéresser à l'inverse. Et du coup, c'est des choses qui peuvent s'induire en tant que propriétaire, autant sur un chien que sur un perroquet, par exemple. Tu parlais de couple tout à l'heure, c'est que les perroquets ont besoin de vivre à deux pour être heureux? Absolument. C'est peut-être même le besoin de base à combler. C'est peut-être la première chose à laquelle il faut penser quand on adopte, de se dire, j'adopte pas un perroquet, mais deux, parce que c'est des animaux qui sont grégaires et qui ont besoin absolument d'interagir avec leurs congénères. Et il faut se dire qu'un humain, même en étant très présent, dévoué, attentif, un humain qui fait très attention à ses approches et ses interactions, ne suffira jamais. Donc vraiment, pour leur épanouissement, il faut absolument envisager qu'il soit au minimum deux, et dans l'idéal, deux oiseaux qui sont relativement proches, parce que comme je le disais avant, il y a près de 400 espèces de perroquets, donc on se doute bien que une petite perruche aura pas forcément les mêmes besoins qu'un grand haras au niveau de ses interactions et de ses codes, et donc vraiment faut avoir des espèces qui sont le plus proches possible pour pouvoir interagir en suffisance et s'épanouir sur le plan social. Ok, c'est comme les chevaux en fait, ils ont besoin d'être avec d'autres de leur espèce pour pouvoir communiquer et être heureux. Complètement. J'aimerais qu'on parle d'un sujet un peu, il est très important, mais il faut quand même qu'on en parle, c'est la cage. On en a parlé très rapidement tout à l'heure. J'aurais aimé que tu, aussi avec le recul que tu as sur le sujet, tu as travaillé en parc zoologique, tu as peut-être un regard aussi sur les conditions en cage, sur les conditions de vie des oiseaux aussi dans les zoos, les spectacles, les événements. C'est un peu là où on les voit le plus quand on n'en a pas chez soi ou qu'on n'a pas d'entourage qui vit avec des oiseaux. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus et sur du coup la condition des oiseaux dans ce type d'environnement? Alors, je pense que tout n'est pas à diaboliser. Je pense qu'il y a vraiment, notamment des parcs zoologiques qui font les choses très très bien. Il y a des volières qui sont énormes. Je pense typiquement à Parrot World en région parisienne, qui effectivement a récupéré beaucoup de perroquets, qui est vraiment axé sur les perroquets et le bien-être. Et du coup là, ils ont fait effectivement des volières qui sont énormes, qui permettent aux oiseaux de s'exprimer, de voler,
et d'exprimer finalement tout leur comportement inné en suffisance. Et c'est vrai que ces détentions-là, pour moi, doivent être absolument encouragées. Alors, on a la chance quand même d'avoir relativement peu ou plus beaucoup de parcs, notamment en France, qui proposent justement, qui exposent des oiseaux sur des îles avec les ailes taillées. Pour moi, c'est plus ça ce dont il faut se méfier. Donc justement, Ok. des oiseaux qui seraient alors. Effectivement, je suis contre la détention en cage. Donc, pour moi, une cage, c'est un environnement restrictif qui ne permet pas à l'oiseau d'exprimer ses comportements en suffisance. Donc, déjà, il faut avoir un espace qui est relativement grand, si possible enrichi avec un maximum de choses pour lui permettre de ne pas s'ennuyer, de pouvoir s'occuper au quotidien, de pas avoir des oiseaux qui soient seuls et surtout justement d'avoir un oiseau qui est en mesure d'exprimer tous ses comportements naturels. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui moi va me rassurer. Après, certes, ça peut être aussi un peu paradoxal de se dire moi je préfère avoir un oiseau qui se déplace en marchant sur un environnement qui serait un petit peu plus grand, alors que non, des fois il faudrait mieux se dire qu'il y a peut-être un environnement qui est un petit peu plus petit mais qui lui permet de voler parce que c'est son principal moyen de locomotion, et un oiseau a vraiment besoin de pouvoir exprimer ce comportement-là. Donc tous les perroquets qui sont détenus qui ne volent pas et qui sont détenus dans des parcs, ça c'est quelque chose qui peut me poser un réel problème. Donc je suis pas forcément contre la détention en parc zoologique, en tout cas pas plus que la détention des perroquets en captivité, parce que ce serait un petit peu hypocrite de dire je suis contre les parcs zoologiques avec malgré tout ce qu'ils peuvent apporter. Donc une fois de plus, il y en a qui font les choses très bien, d'autres qui font les choses un petit peu moins bien, mais même d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue sensibilisation et d'un point de vue conservation, ça peut quand même avoir un gros intérêt, mais c'est peut-être plus au niveau des pratiques, justement, comme tu le disais, il y a des pratiques de spectacle, et ça par contre, ça peut être un petit peu plus compliqué à appréhender, du fait que souvent les méthodes qui sont utilisées, c'est des méthodes de fauconnerie qui sont pas du tout adaptées aux perroquets et à leur métabolisme. Donc souvent on utilise la restriction alimentaire, le rationnement, et ça du coup ça ne permet pas aux perroquets de s'exprimer, et finalement ils tirent pratiquement aucun bénéfice de ces sorties-là, et du coup c'est vraiment un peu dommage. Donc il y a quand même quelque chose à faire évoluer, en tout cas du côté des spectacles de perroquets en vol libre, dans un cadre de démonstration, comme on le voit en parc notamment. Tu parlais de Parrot World. Du coup, eux, je sais plus trop le fonctionnement chez eux. Ils récupèrent du coup des oiseaux qui ont été abandonnés. C'est un peu comme un refuge. Parrot World, en fait, à l'origine, ils ont récupéré beaucoup d'oiseaux de particuliers. Ok. Et effectivement, c'est des abandons dans la majorité des cas. Ou effectivement, il y a aussi un nombre incalculable de saisies, justement, soit administratives parce que les personnes n'ont pas tous les documents légaux, ou parce qu'il y avait des mauvaises détentions et de la maltraitance. Donc Parrot World, c'est vraiment le fait de récupérer principalement des oiseaux pour les mettre dans des conditions qui soient les plus adaptées possibles, et où ils retrouvent finalement tout ce qu'ils ont perdu dans la majorité des cas. Quand tu parlais des cages, c'est un peu comme avec les lapins. En fait, on a envie d'avoir certains animaux chez soi. Donc du coup, on a aussi un peu, c'est très ancré, je pense, dans nos têtes de l'image qu'on a aussi depuis des années, de se dire que l'animal, il peut vivre en cage et puis de temps en temps on le sort. Mais c'est plutôt l'inverse qu'on devrait voir. Et c'est vrai qu'en fait, les lapins sont très malheureux dans leur cage, et on le sait aujourd'hui, l'impact que ça a aussi psychologique sur les animaux. En fait, c'est pareil pour les oiseaux, et il faut pas se dire du coup que avoir une cage chez soi, c'est du coup la possibilité de détenir cet animal, mais plutôt d'avoir la réflexion inverse, de dire ok, est-ce que mon environnement est adapté, et comment je peux éviter la cage. Complètement. Pour moi, dans la majorité des cas, la cage n'est pas une bonne solution, même sur des courtes périodes, et même juste pour dormir entre guillemets, ou pour passer certains moments de sa journée. Pour moi, la détention idéale, effectivement, elle réside dans un environnement qui soit adapté, dédié, où il y a justement des congénères, des possibilités de détruire et d'exprimer tous ces comportements, et potentiellement d'avoir un environnement de sortie
où on va justement pouvoir profiter avec son perroquet dans son intérieur, qui soit adapté justement pour pas qu'il se mette forcément en danger. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on a effectivement souvent l'image du perroquet en cage et on se dit que c'est ok, mais ça cause tellement de dommages autant sur le plan psychologique que physique. Que vraiment c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter à mon avis. Malgré tout, on a quand même fait un sacré bout de chemin parce que il y a quelques années encore, la détention des perroquets, au-delà de la cage, on avait souvent de la détention à l'attache, donc avec un perroquet qui avait une chaîne ou un fil à la patte et qui était juste mis sur un perchoir avec deux gamelles, ou même des perroquets avec des rémiges qui sont taillés, donc pour justement les empêcher de s'envoler. Donc dans un les ailes qui sont taillées. Enfin, c'est les rémiges, c'est les plumes de vol en fait qui sont taillées pour justement les contraindre et les maintenir vers nous et du coup les entraver dans tous leurs mouvements. Mais ça évite d'avoir un perroquet qui s'envole. Donc c'était un peu démocratisé il y a quelques années où on se disait ça permet de sécuriser, d'avoir un perroquet qui s'envole pas à l'extérieur quand on l'emmène, d'avoir un perroquet qui ne peut pas aller faire toutes les conneries du monde non plus. Et aujourd'hui, heureusement, il y a eu quand même une réelle prise de conscience au niveau de ses besoins et du bien-être, et c'est quelque chose qui est plus trop utilisé heureusement, mais qui existe encore, et ça c'est vraiment à abolir. Absolument. C'est une pratique qui est vraiment, pour le coup, barbare, sans prendre de pincettes, je le dis, mais c'est un peu comme si on coupait les jambes de quelqu'un pour qu'il puisse pas se déplacer et qu'il reste à proximité de nous. C'est complètement catastrophique. Alors, on a la chance que ça repousse. Et les rémiges, donc les plumes de vol repoussent et se renouvellent entre une fois par année ou une fois tous les 2 ans en fonction de leur positionnement. Mais malgré tout, sur cette année-là, on se doute que ça a créé des dommages qui sont parfois très très ancrés, autant sur le plan psychologique, avec des oiseaux qui perdent leur confiance en eux, qui n'arrivent même plus à concevoir le fait de s'envoler parce que justement ils savent qu'ils vont s'éclater par terre et se faire mal, ou avec des perroquets qui expriment tout un tas de troubles du comportement et de stéréotypies. Enfin, finalement, c'est un cercle vicieux, et même d'un point de vue métabolique. Un perroquet, comme je le disais, son principal moyen de locomotion, c'est de pouvoir se déplacer en volant. Donc, s'il peut pas voler, automatiquement, il y a plus grand chose qui fonctionne d'un point de vue métabolique. Et donc, il y a des conséquences physiques qui peuvent être dramatiques aussi. Et c'est un peu la porte ouverte à tout. Pour le coup, à tous les problèmes, autant de comportement que les problèmes de santé chez le perroquet. Et est-ce qu'on peut parler d'éducation, du coup, chez les perroquets? Est-ce que on peut faire appel à un éducateur comportementaliste, pas canin, mais du coup pour les perroquets? Alors, on parle pas vraiment d'éducation au sens propre, du fait que l'oiseau est pas fait pour respecter des règles et qu'on lui mette un cadre. Donc moi, quand j'accompagne les gens, c'est plus dans l'idée de pouvoir effectivement leur apporter des clés pour essayer de justement faire coopérer leur perroquet et pour justement limiter certains problèmes. Donc, comme je le disais juste avant, c'est principalement de la psychologie inversée, du renforcement positif, mais aussi le fait de comprendre leur façon de fonctionner pour pouvoir réagir et adapter nos comportements au mieux pour obtenir des choses de leur part. Donc on n'est pas vraiment sur un phénomène d'éducation, mais plus de coopération qui fait que on arrive à cohabiter de manière sereine avec eux. Et la grande question du coup qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'un perroquet ça parle? Alors les perroquets sont réputés pour être des très très bons imitateurs. Alors c'est assez compliqué quand on parle de parole parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils sont même en mesure de faire et de formuler certaines phrases et de les associer à certains contextes particuliers. Et ce qui est assez impressionnant avec eux, c'est que du coup, toujours dans cet esprit d'analyse, on se rend compte que les perroquets aiment quand il y a des réactions qui sont parfois disproportionnées. Donc automatiquement, il suffit des fois de dire un mot dans un contexte où on s'énerve à moitié en même temps pour que le perroquet le répète et que même ils finissent par provoquer ces situations et en anticipant un petit peu nos réactions pour répéter certains mots. Okay. Malgré tout, donc c'est effectivement un phénomène d'adaptation qui fait que par mimétisme, ils commencent à communiquer avec nous d'une autre façon.
dans une certaine mesure, c'est effectivement très drôle et très intéressant, et du coup, on se rend compte de toutes leurs capacités. Mais malgré tout, c'est quelque chose auquel il faut aussi prêter attention, parce que souvent, on a des perroquets qui s'expriment beaucoup, mais parce qu'ils sont pas forcément détenus dans des conditions adaptées, et qui vont finalement finir par répéter des mots ou essayer de communiquer avec nous en désespoir de cause pour avoir de l'attention, ou pour essayer de limiter la frustration et de se décharger. Donc disons qu'il faut un peu faire attention dans quel contexte on interagit avec eux par la parole. Je pense typiquement, tu vois, on parlait d'un oiseau qui est enfermé dans sa cage. Typiquement, peut-être en tant qu'humain, on va avoir tendance à essayer de communiquer avec, et l'oiseau va nous répondre, etc. Sauf que le fait de pas pouvoir venir vers nous et d'être limité dans ses mouvements, malgré tout, ça cause et ça crée de la frustration chez le perroquet. Mais par contre, effectivement, au quotidien, de parler avec eux, potentiellement d'échanger et de discuter, ça, il n'y a pas de limite. C'est vraiment faire attention dans quel contexte on interagit avec eux par la parole, et dans quel contexte c'est exprimé. C'est-à-dire que si le perroquet exprime effectivement tout son vocabulaire et que c'est associé à une stéréotypie ou à de la frustration, nous, en tant qu'humains, ce qu'il faudrait faire pour ne pas encourager et valider le truc, ce serait effectivement le fait de les ignorer sur ce principe-là. Et qu'est-ce que tu aimerais nous apprendre qu'on ne sait pas sur les perroquets? Il y a le mythe de la parole qui est un petit peu l'élément central quand on parle de perroquets. C'est difficile parce que du coup, je suis plus forcément objectif, parce que pour moi, ils sont incroyables dans tout ce qu'ils font, mais ne serait-ce que dans le simple fait de résoudre des problématiques. Et on en revient effectivement à ces capacités d'observation et d'analyse. Typiquement, j'ai un exemple d'une expérience qui m'est arrivée une fois avec des clés et un cadenas. Donc, j'ai ouvert le cadenas de ma volière, j'ai laissé les clés dessus un peu bêtement, j'ai sorti mes perroquets en vol libre. Moi, j'étais dans la volière en train de nettoyer, donc avec un visu sur mes perroquets. Mon oiseau a attendu que j'ai le dos tourné pour aller chercher la clé et puis la mettre tout en haut du toit, quoi. Typiquement. Donc elle savait très très bien pourquoi elle le faisait à ce moment-là, et du coup, c'est vraiment l'espièglerie qui se cache derrière eux, qui est vraiment très très drôle au quotidien, parce que ils observent tellement que il suffit qu'on se retourne pendant une dizaine de secondes pour qu'ils se disent vas-y, c'est maintenant, tout de suite, que tu peux faire ta connerie, et quand on va se retourner, ils vont faire comme si de rien, quoi. Mais c'est assez drôle de voir comment ils réagissent. Ouais. Et la puissance aussi de leur bec. C'est énorme. C'est un truc de fou, ça. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Disons que, alors une fois de plus, on en revient toujours à l'espèce. Donc il y a des espèces qui ont beaucoup plus de force que d'autres. Il faut se dire que le perroquet est pas un animal prédateur, donc son bec, c'est pas le principal truc qu'il va utiliser pour communiquer, mais malgré tout, il s'en sert vraiment comme d'un outil au quotidien pour justement casser des noix, même très très dures. Hein. Comparativement, la majorité des choses qu'ils arrivent à casser, moi j'y arriverai pas ni avec mes mains ni avec mes dents, hein. C'est sûr et certain. Donc vraiment il y a une force qui est juste énormissime. Après, ils ont aussi conscience dans une certaine mesure de la force qu'ils ont, et pour le coup, il faut quand même savoir, entre guillemets, mettre certaines limites. On parlait d'éducation avant, on a souvent des oiseaux qui testent automatiquement, qui testent pour voir si on réagit, quelles sont nos réactions, etc. Et potentiellement, quand on a un rat avec soi à la maison qui est susceptible de nous casser un os, il faut quand même y prêter attention et savoir réagir en conséquence, parce qu'il le ferait pas forcément, enfin il te casserait pas forcément quelque chose par méchanceté, mais plus parce que ça génère une réaction et qu'on réagit pas forcément de manière adaptée non plus. D'où l'importance aussi de mesurer ses réactions face à l'animal, et de savoir aussi comment bien se comporter quand on est avec eux. Complètement. Alors, en fait, c'est vrai que typiquement, on a souvent tendance à se dire au départ, ça va, je tolère. Et en fait, moi, j'agis un peu de manière inverse avec mes perroquets. Et c'est aussi ce que je conseille aux gens, de se dire que c'est presque tolérance zéro. Donc moi, dès que mon perroquet met un petit peu de pression, ne serait-ce que sur mon poignet, en sachant que typiquement mes haras hyacinthes à la maison pourraient me le casser sans grande difficulté. En fait, dès qu'il commence à y mettre un petit peu de pression, je coupe l'interaction. Et en fait, ce qu'il faut se dire, typiquement, on parlait de psychologie inversée, des piliers qu'on peut essayer de mettre en place pour justement faciliter la communication
communication avec le perroquet, et il faut dire que le perroquet va toujours préférer une interaction négative que pas d'interaction du tout. Donc pour moi, c'est vraiment pour neutraliser ces comportements et qu'il les supprime finalement de son vocabulaire. Il faut vraiment dès la base lui montrer que c'est pas ok pour nous, et du coup le fait de perdre l'interaction permet de limiter grandement. Alors que souvent ce qu'on a tendance à faire, c'est d'essayer quand ça pince un petit peu fort à lui dire ah mais arrête, tu me fais un petit peu mal, et à essayer de l'enlever. Puis là toutes ces réactions générées, même si sur le fait il sait qu'il agit pas forcément bien, il va savoir aussi que dans d'autres circonstances, ne serait-ce que pour nous faire réagir, il sait très bien où faire mal et comment générer une réaction. Ouais. Donc vraiment, c'est le genre de truc qu'il faut prendre vraiment en compte dès le départ. Mais il y a malgré tout une autre chose qui permet d'avoir des oiseaux qui sont beaucoup plus fiables dans leurs réactions, qui pincent beaucoup moins, etc. Une fois de plus, c'est le fait d'être avec des congénères et avec un groupe social. Donc tu coupes les interactions, tu fais quoi? Tu le oust? Exactement. Alors l'idée, c'est effectivement que ça soit pas associé à une réaction. Donc je vais pas le regarder à ce moment-là. Je vais pas lui donner un signal non plus, parce que du coup, c'est des choses dont il pourrait se servir et qui pourraient renforcer. Effectivement, s'il y a de l'agitation, quelque chose qui me convient pas, je vais simplement donner une impulsion. Donc s'il est sur mon bras, c'est le fait de donner une impulsion pour qu'il s'envole et qu'il retourne entre guillemets faire autre chose. Ou s'il est sur mon épaule, de me baisser ou de donner une impulsion pour qu'il puisse s'envoler également. Et en fait, l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas de temps de latence. C'est-à-dire que si le perroquet se pose juste sur un perchoir et qu'il revient quelques secondes après, je vais continuer à interagir de la même façon qu'avant. Juste, si lui commence effectivement à abuser à nouveau, je vais réagir de la même façon. Et en fait, c'est vraiment la cohérence et la réaction sur l'instant T qui va faire que l'oiseau va se dire « Ok, ça, je peux me permettre et ça, je peux pas me le permettre. » Chose que j'aimerais bien qu'on parle, c'est le vol libre. T'en as parlé plusieurs fois. C'est assez impressionnant ce que tu as réussi à faire et à travailler avec tes perroquets. Est-ce que tu pourrais nous parler du vol libre et de tout ce que ça implique aussi de pratiquer le vol libre avec ces perroquets? Je pense que c'est hyper intéressant d'en parler. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur le vol libre, c'est que c'est une pratique qui est un peu sujette à controverse, mais qui est aussi hyper idyllique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de particuliers qui se disent j'aimerais juste pouvoir sortir avec mon perroquet, l'emmener à l'extérieur, faire des tours avec moi, etc. Et c'est vrai que moi, dans mon approche, c'est pas du tout cette démarche-là que j'ai, parce que justement, il y a quand même une question de prise de risque. Il faut se dire qu'en sortant son perroquet, le risque zéro n'existe pas, et du coup, il y a quand même pas mal de choses à prendre en ligne de compte. Donc, il est vraiment impératif de se former avec un professionnel pour justement connaître un petit peu toute la démarche, tout ce qui se cache un peu dessous et même la philosophie du vol libre, mais aussi de se dire que c'est pas une fin en soi et de se dire que potentiellement ça correspond pas à toutes les espèces et à tous les individus et encore moins à tous les contextes de vie. Typiquement, si je vivais en pleine ville avec mes haras, je me doute que la prise de risque par rapport aux bénéfices qu'ils peuvent en tirer, la balance n'est pas forcément bonne et du coup des fois il vaut mieux s'abstenir et essayer de trouver des compensations que à tout prix se dire qu'il faut que nos oiseaux pratiquent le vol libre. Alors est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment ça se passe quand tu fais le vol libre avec tes oiseaux, comment tu les emmènes, comment tu leur apprends tout ça? Moi mes oiseaux c'est un peu des oiseaux qui sont devenus tout terrain au fur et à mesure du temps parce qu'ils ont acquis une certaine expérience et une certaine aisance en vol. Donc automatiquement, je peux me permettre de les sortir dans des environnements qui sont plus ou moins compliqués en prenant toujours certaines précautions vis-à-vis notamment de la civilisation parce qu'il y a quand même les gens, enfin il y a le fait d'avoir des gens qui promènent avec des chiens, potentiellement le perroquet qui pourrait aller se poser sur eux, etc. Malgré tout, c'est quand même des choses qu'il faut pouvoir travailler en amont, ne serait-ce que la sociabilité. Puis justement, on en revient effectivement au fait d'induire certains comportements et typiquement les réactions de l'humain en sortie sont absolument cruciales et peuvent vraiment permettre à une sortie de bien se dérouler ou au contraire de se casser la gueule complètement. Donc vraiment l'humain, de par la formation, l'entraînement, l'adaptation de ses comportements, de ses réactions et de son positionnement, notamment face à telle ou telle situation, va permettre à l'oiseau de prendre des décisions qui soient cohérentes et du coup de garder une certaine mainmise sur la sortie et de minimiser le risque au maximum.
Donc en fait, l'idée, c'est effectivement de former son oiseau en le désensibilisant au maximum avec des exercices de rappel, mais aussi de choisir des spots qui soient adaptés pour lui permettre d'évoluer progressivement et de ne pas juste se retrouver dépassé par les événements pour avoir un oiseau qui se barre simplement en ligne droite, parce que c'est pas du tout l'objectif. Et en parallèle de ça, d'avoir un humain qui est préparé, qui sache se comporter en cas de vol de fuite, en cas de vol exploratoire, qui puisse accompagner son oiseau sans le conforter ou le mettre en difficulté. Comment ça se passe concrètement sur des sessions de vol libre avec tes perroquets? Pour moi, le but principal de ces sorties, c'est que mes perroquets puissent non seulement voler et se défouler, mais aussi explorer. Donc tous les comportements exploratoires, le fait de pouvoir aller dans les arbres, décortiquer un petit peu les bourgeons, se déplacer. En fait, dans l'idée, quand je vais les sortir, c'est de me dire que je les laisse un petit peu vivre leur vie. Donc je suis pas sans arrêt en train de les rappeler, parce que du coup je perdrais effectivement en pertinence et en cohérence. Et l'idée, c'est vraiment de les laisser vivre, d'être là. On partage aussi des moments qui sont juste incroyables. Il m'arrive d'aller pique-niquer avec mes perroquets et du coup ils reviennent assez facilement, etc. Et par contre, je peux effectivement induire des choses, donc le fait de me déplacer pour qu'ils me suivent, donc le fait de prendre des décisions et de prendre le rôle de leader. Donc ça, c'est des choses qui se mettent en place au quotidien, mais c'est vrai que je les rappelle pas systématiquement. Enfin, on n'est pas sur un enchaînement de rappels qui fait que la sortie est cool. C'est vraiment le fait de les laisser un peu s'exprimer, de faire fonctionner aussi leur libre arbitre, en gardant effectivement un œil sur eux, en pouvant effectivement les rappeler si besoin et en cas de nécessité, mais c'est pas quelque chose d'absolu dans nos sorties quotidiennes, et finalement c'est ce qui fait toute la beauté du truc. Et ouais, c'est incroyable. Et quand tu les lâches, ils vont très loin? Ça dépend non seulement des individus, ça dépend de l'environnement, et ça dépend aussi de la période. Et même la période dans la journée, le créneau auquel je les sors. Typiquement, si je les sors le matin, je sais qu'il y aura beaucoup plus d'exploration, qui vont beaucoup plus voler, aller beaucoup plus loin, que si je les sors en fin d'après-midi, par exemple. Et après, la météo peut aussi influencer grandement sur des oiseaux qui ont de l'expérience comme les miens. Le fait d'avoir une contrainte avec un petit peu de vent, ils vont aller beaucoup plus loin et même s'éclater beaucoup plus en soi. C'est incroyable. Je trouve ça génial. Mais donc, il faut quand même bien cadrer les choses, parce que ça se fait pas du jour au lendemain de pratiquer le vol libre avec ses perroquets, quoi. C'est absolument indispensable, effectivement, de ne pas minimiser tout cet entraînement en amont, et surtout parce que ça, c'est effectivement une idée une idée reçue qui est quand même très très présente. C'est le fait de se dire que mon perroquet même, donc il va revenir. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut s'enlever de la tête. Nous, ce qu'on apprend effectivement aux personnes qui souhaitent pratiquer le vol libre, c'est justement à analyser son perroquet, à analyser ses comportements et à pouvoir réagir pour susciter et générer des réactions de sa part. Mais disons que l'attachement qu'il peut avoir à son humain, si il y a un concours de circonstances qui fait que il fasse un vol de fuite, c'est pas ça qui te fera revenir sur l'instant. Donc vraiment, faut pas minimiser l'entraînement, et c'est ce qui permet effectivement de les sécuriser, et surtout de faire attention à pas connaître les besoins de l'espèce qu'on a en face de nous, parce qu'il y a des espèces qui sont hautement arboricoles, qui vont se sécuriser en étant à proximité des arbres, et d'autres qui sont des espèces plutôt de milieu ouvert, donc qui vont voler beaucoup plus, mais qui aussi par instinct vont partir en ligne droite et ont une capacité à voler sur plusieurs kilomètres. Donc c'est des choses qu'il faut absolument apprendre à gérer en amont pour que ces sorties se passent bien. Et si tous les voyants sont au vert, se dire ok, je me fais accompagner, et je prends le temps de suivre chaque étape pour que la sortie soit sécurisée et pour que le risque soit minimisé au maximum. Je voudrais qu'on parle maintenant de la détention, du coup, et peut-être il y a des personnes qui nous écoutent et qui aimeraient avoir un perroquet. Où est-ce qu'on peut adopter du coup un perroquet? On parlait tout à l'heure des différentes possibilités. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore avoir des perroquets en animalerie? Est-ce que c'est un truc que tu te dis à ne surtout pas faire? Peut-être que tu aurais des clés pour des personnes qui s'intéressent aux perroquets mais qui n'ont pas encore franchi le pas. Alors, je suis pas sûr que les animaleries soient forcément les endroits vers lesquels il faille se diriger en premier. Oui. Déjà pour la simple et bonne raison que souvent on a un perroquet qui est détenu dans une cage
des fois pendant très longtemps, etc. Et on se rend compte que ces perroquets-là, du coup, quand on les a chez nous, ne serait-ce que par rapport au fait qu'il n'y ait plus autant de stimuli, etc., le vivent parfois très très mal. Et finalement, on ne fait qu'encourager cette démarche-là. Donc, je suis pas sûr que ça soit idéal. Après, une fois de plus, il peut y avoir des animaleries où certainement il y a des personnes qui sont très passionnées, qui expliquent qu'il faut suffisamment d'espace, qu'il faut un congénère et qui font peut-être les choses très bien. Mais de prime abord, c'est vrai que j'aurais pas tendance à conseiller aux gens soit de se diriger dans une animalerie quand ils souhaitent adopter, ou même, et ça c'est un petit peu le piège, de se dire ça fait longtemps que je le vois, je vais souvent interagir avec lui et je l'adopte, parce que du coup on se doute bien que en prenant celui-ci, entre guillemets, il y en a un autre qui viendra à sa place, et du coup c'est un petit peu un cercle vicieux également. J'aurais tendance à me diriger vers des éleveurs, donc comme je te le disais avant, des éleveurs qui prennent le temps effectivement de nous conseiller, même qui ont pas forcément de jeunes à proposer tout de suite, juste qu'ils prennent le temps effectivement de se renseigner sur nos possibilités, sur le contexte dans lequel on vit, est-ce qu'on vit en appartement, est-ce qu'on a une famille, etc. C'est tout des choses qu'il faut malgré tout prendre en ligne de compte et se dire ok, quelqu'un qui juste me dise pas ce que j'ai envie d'entendre, mais vraiment concrètement ce que ça représente. Et même s'il a un petit en face de nous qui correspond pas finalement à ce qu'on peut lui offrir, non, je vous l'endrai pas. Ça, pour moi, ça serait le truc idéal qui me rassurerait absolument. Il y a aussi des possibilités d'adoption d'oiseaux. Il y a encore il y a souvent des oiseaux à vendre qui ont déjà un passif, donc chez des personnes qui finalement se rendent compte que non, ça leur correspond pas au bout de quelques années et je veux leur filer plus loin. Et c'est le même principe dans les refuges. On a souvent envie de faire une bonne action et de se dire ok, je veux un perroquet et du coup c'est ça que j'ai envie de faire. Malgré tout, du coup à mon avis, il faut être vraiment 2 fois plus préparé à adopter un oiseau, peu importe ce qu'il a vécu. Il faut vraiment se dire que déjà de base c'est un animal qui a des besoins spécifiques qui sont pas forcément faciles à combler et avec les contraintes que ça représente, mais quand d'autant plus il y a eu de la frustration et même une routine qui s'est installée, ça peut être d'autant plus compliqué. Et du coup soit il faut vraiment être bien préparé, armé en première détention en tant que novice, ou et effectivement, c'est ce que j'ai tendance à préconiser, comme je l'ai fait pour moi, d'avoir un flock d'oiseaux qui soit déjà stable, qui soit épanoui dans des conditions qui soient adaptées, et de se dire là, je vais faire une bonne action, je vais récupérer ou adopter un oiseau qui a effectivement des difficultés, mais qui saura s'adapter à mon flock et à mes conditions, et qui pourra du coup vraiment évoluer rapidement et in fine être épanoui. Est-ce qu'il y a une législation particulière du coup quand on souhaite avoir un perroquet? Est-ce qu'il y a des choses à respecter, des contrats à signer, Ça dépend un petit peu des espèces, une fois de plus. C'est souvent en fonction de leur degré de protection, donc en fonction de leur degré de vulnérabilité dans la nature, savoir s'il en reste effectivement beaucoup, et c'est leur degré de protection qui fait que on a des oiseaux sur lesquels on a beaucoup plus de contrôle que d'autres. Pour essayer de condenser un petit peu les informations, il y a des oiseaux qui sont en détention libre, je pense notamment aux perruches, où là on peut effectivement aller acquérir une perruche sans formalité administrative en amont. Ouais. Il y a juste après des documents légaux, comme j'en parlais juste avant, à signer entre le cessionnaire et l'acquéreur. Donc typiquement un certificat de cession. Il faut effectivement que l'oiseau, en fonction de son espèce, ait son numéro d'identification, sa déclaration de marquage, potentiellement l'inscription au registre national aussi. Ouais. Et pour les espèces les plus protégées, on a aussi le document dont je parlais avant, qui est un CIC. Donc pour les annexes 1, un certificat intracommunautaire qui est du coup la carte d'identité de l'oiseau. Au-delà de ça, en fonction des espèces, donc les espèces en annexe 1 et en annexe 2 pour toutes les espèces de la faune de Guyane, par exemple, donc toutes les espèces qui vivent sur des territoires français. Pour toutes celles-ci, pour certains quotas, donc c'est des quotas de 10 pour la majorité des perroquets, il faut faire une déclaration auprès de la DDPP en amont. Donc c'est une simple formalité administrative où finalement il y a peu de choses qui sont contrôlées au niveau de leur bien-être et de leur détention, mais il y a quand même ça qui sécurise un petit peu le truc.
et qui permet d'avoir un certain contrôle sur les populations de perroquets, ou en tout cas de certaines espèces en captivité. Et après, quand on dépasse un certain quota, parce qu'effectivement il est question de quota en France, quand on dépasse un certain quota, ou pour faire reproduire certaines espèces, ou pour les présenter au public, là il faut passer un certificat de capacité, donc passer devant une commission et obtenir ce fameux certificat pour pouvoir continuer à soit en avoir plus, soit à faire de la présentation publique ou de l'élevage, par exemple. Ok, ok, très clair. Alors, tu as un super projet qui est en cours. Tu viens aussi aujourd'hui nous parler de ton univers, mais j'aimerais beaucoup du coup que tu nous parles de ce projet. Alors, tu l'as dévoilé il y a peu. Il sortira courant juin, donc j'aimerais beaucoup que tu nous en parles. Eh bien, je crois qu'il est temps de parler de mon livre. Oui. C'est vrai que c'est un énorme projet. C'est presque un aboutissement en quelque sorte pour moi, et c'était vraiment hyper important de le faire pour la simple et bonne raison qu'il y a la majorité des livres qu'on retrouve en français sont des livres qui ont été écrits il y a quand même quelques années, avec beaucoup d'informations qui sont pas forcément au goût du jour, voire même complètement obsolètes. Et c'était important pour moi justement d'apporter une nouvelle vision sur la détention, mais aussi sur tout ce qu'on sait aujourd'hui de leur comportement, de leurs besoins, etc. J'ai sorti et dévoilé du coup il y a peu la sortie de mon livre qui est un guide pour les personnes qui souhaitent effectivement acquérir un perroquet ou une perruche, pour les personnes qui en détiennent déjà et qui sont à la recherche de conseils, et aussi à plus grande échelle j'ai essayé de vulgariser au maximum pour sensibiliser et informer le grand public justement aux perroquets et à leur détention, pour que les gens se disent ok, quand je vois un perroquet, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, et qu'ils comprennent un petit peu plus cet animal que j'estime fascinant. Quelle idée reçue tu aimerais qu'on déconstruise aujourd'hui, Alan? Peut-être celle qui me tient le plus à cœur, c'est le fait de se dire qu'un perroquet seul ne peut pas être heureux. Pour moi, comme je te le disais avant, c'est vraiment le principe de base, et vraiment il faut se dire que quand on pense au perroquet et aux perruches, quand on voit un perroquet ou une perruche, il doit absolument être accompagné d'un congénère pour que sa vie soit finalement plus belle, quoi. Quel message tu aimerais du coup faire passer aujourd'hui à ceux et celles qui nous écoutent? Peut-être qu'à toutes les personnes qui nous écoutent, si elles ont déjà imaginé adopter un perroquet et se dire que ça pourrait être cool, de simplement se renseigner, de creuser le sujet au maximum, de se rendre compte de tout ce que ça peut représenter, et surtout de ne pas faire d'acquisition, d'adoption ou d'achat coup de cœur avec ces animaux-là, parce que ça finit dans la majorité des cas très mal, et c'est pas du tout. Et enfin, question que j'ai l'habitude de poser à tous mes invités, c'est qui aimerais-tu entendre derrière le micro d'Aloupets? Il y a quelques personnes que j'aimerais bien pouvoir entendre. Là, j'ai 2 personnes en tête, donc 2 personnes qui collaborent avec moi sur le livre. Donc j'ai déjà Mélanie Coquel, qui est une vétérinaire NAC que j'apprécie particulièrement, qui est juste une sommité et qui est d'une empathie juste incroyable, et je trouve qu'elle a une facilité à communiquer, à transmettre, qui est juste fantastique, et ne serait-ce que par rapport à toutes les épreuves qu'elle a vécues avec l'ouverture de son cabinet notamment, et de ses choix. Je trouve que ce serait vraiment fantastique de l'entendre. J'ai également Julie Coy, qui est une passionnée d'oiseaux, tout comme moi, qui s'est professionnalisée assez récemment et qui s'est donné les moyens justement d'acquérir des connaissances et de se spécialiser, notamment pour une espèce à l'origine qui est l'Eclectus, donc un des seuls perroquets qui présente un dimorphisme sexuel, donc où la femelle est rouge et le mâle est vert. C'est des très très beaux oiseaux qui ont des besoins très spécifiques, et elle est tombée amoureuse de cette espèce-là, et elle en parle avec
tellement de passion que je trouve juste ça fantastique. Elle s'est également spécialisée en nutrition et du coup c'est juste fantastique de voir et même pour moi je suis ébahi de tout ce qu'elle finit par proposer et ça ne cesse d'évoluer. Donc je trouve ça trop cool et malgré tout c'est quand même un problème qui est récurrent chez les détenteurs de perroquets de ne pas savoir exactement comment nourrir leurs oiseaux, et c'est vrai que c'est compliqué de proposer quelque chose et on est souvent perdu, et là le fait que du coup elle réponde à ce besoin-là, je trouve ça exceptionnel et du coup je pense que ça serait aussi hyper intéressant de l'entendre et elle a plein de choses à nous dire. Génial. Et elle intervient aussi dans ton livre ou pas? Elle intervient aussi dans mon livre. Ouais. On spoil un peu quand même. On spoil un peu, mais il y a tellement de choses intéressantes que de toute façon les gens seront surpris, je pense. Oui, trop hâte de le lire en tout cas, trop hâte de l'avoir entre les mains. On est déjà à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Alan parce que je découvre aussi cet univers grâce à toi. Je pense qu'on a beaucoup d'incompréhension aussi envers eux. Donc c'était très intéressant d'avoir ta vision aussi des choses et ton expertise. Donc merci d'être venu sur le podcast. Merci à toi de m'avoir reçu, merci à toi de t'y intéresser et merci à toi du coup de m'avoir laissé parler de ces animaux-là dans le podcast. C'est trop cool. Et si ça peut permettre ne serait-ce qu'à une personne de se remettre en question par rapport à sa détention, j'aurais effectivement tout gagné. Même si effectivement je cherche pas à juger ou à catégoriser qui que ce soit, juste effectivement de faire prendre conscience aux gens que ça a des besoins et qu'on peut vraiment mieux vivre avec des perroquets en les respectant, j'ai tout gagné. J'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux comprendre et découvrir cet univers passionnant des perroquets. N'hésite pas à suivre Alan sur les réseaux sociaux, alias Monsieur Perroquet, pour en apprendre encore plus sur ces oiseaux. On se retrouve le 7 prochain pour un nouvel épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être de super pets parents. Alors je te dis à très vite sur Allo Pets Podcast. Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée.